Ah, C'est bon, t'es prêt? C'est parti. Nous sommes le 9 avril, ça fait plus d'un mois maintenant qu'aucun camion d'aide humanitaire n'est entré dans Gaza. Israël en bloque à nouveau les accès comme elle le faisait avant le cessez-le-feu et poursuit sa campagne de bombardement. Colère ces dernières heures du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Écoutez. Plus d'un mois entier s'est écoulé et pas la moindre goutte d'aide n'est entrée dans Gaza. Pas de nourriture, pas de carburant, pas de médicaments, pas de biens commerciaux. Alors que l'aide s'est tarie, les vannes de l'horreur se sont rouvertes. Gaza est un champ de mort et les civils sont dans une spirale mortelle sans fin. En Israël, maintenant, la fronde se poursuit au sein d'une partie des vétérans de l'armée. Après des réservistes pilotes de chasse, des officiers de la marine israélienne réclament à leur tour l'arrêt immédiat des combats. Un peu plus tôt, vous le voyez, une lettre signée par près de 1000 aviateurs de réserve défiait ouvertement la politique de Benyamin Netanyahou. On en parle avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour. Bonjour Nina. C'est une première en Israël, une telle mobilisation de la part des réservistes. Oui, depuis le 7 octobre, c'est la première fois qu'ils sont aussi nombreux. Il y en a déjà qui s'étaient exprimés, notamment d'ailleurs des pilotes déjà, mais c'est la première fois qu'il y en a autant, 1000 d'un coup, qui prennent la parole et avec leur nom, et c'est diffusé dans un journal, en pleine page, dans plusieurs journaux même. Donc il y a vraiment une volonté de se faire entendre de la part de ces retraités et réservistes de l'armée de l'air israélienne. Et vous l'avez dit, ce ne sont pas les seuls, parce qu'en effet, eh bien, il y a 150 anciens officiers de la marine qui se sont exprimés dans une lettre séparée. Et puis vous en avez encore une autre qui a été rédigée cette fois-ci par plusieurs dizaines de médecins réservistes, là encore, de l'armée. Ça ressemble à une victoire pour les États-Unis de Donald Trump et à une importante concession faite par le Panama qui autorise le déploiement de militaires américains autour du canal. Lo que se firmó antes de ayer es un memorándum de entendimiento operativo, administrativo entre dos entidades de defensa, nuestro Ministerio de Seguridad y el Ministerio o la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Hasta allí retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable. Balayée par les autorités panaméennes, cette idée d'une présence militaire américaine permanente avait été évoquée par le secrétaire d'État à la Défense américaine. By invitation, through rotational joint exercises, and that's what you'll see in the Memorandum of Understanding, is an opportunity to revive, whether it's the military base, naval air station, locations where U.S. troops can work with Panamanian troops to enhance capabilities and cooperate. Alors, la dernière vidéo, il n'y a pas de son, il y a juste une musique, hein, c'est une vidéo du Huffington Post. C'est donc les Chinois utilisent l'IA pour se moquer du protectionnisme américain. Trump a dressé puis abandonné ses barrières douanières contre le monde entier, sauf contre la Chine qui subit 145% de droits de douane, de quoi tendre les relations bilatérales évidemment, mais aussi déclencher un torrent de trolls sur les réseaux sociaux chinois, avec des vidéos générées par IA montrant des Américains, entre guillemets, au travail à l'usine. Ça me fait marrer. Ouais. En surpoids, transpirant, épuisé par la tâche. Tous les clichés anti-américains sont réunis. Voilà. Qu'est-ce que c'est méchant. Tesla, le mec Tesla et tout, il galère. Make American Stronger. Trump, Musk et Vance en prennent aussi pour leur grade. Ça me fait remarrer, c'est un peu con, mais et ça illustre aussi un peu la vacuité et comment dire il y a beaucoup de paroles dans les annonces de Trump. On ne sait jamais trop ce qui va rester. Il n'y a que le temps en fait qui le dit, et il faut se méfier en fait des réactions épidermiques et au jour le jour. Voilà ce que j'avais envie de dire déjà par rapport à cette dernière vidéo humoristique. Si vous voulez mon analyse peut-être sur le reste. Ouais, monsieur, vas-y. Ouais. On t'écoute, Raph. Du coup, la première vidéo, c'est l'horreur de la guerre. En l'occurrence, Gaza, c'est vraiment le pire du pire de ce que peut faire l'humain en termes de guerre. C'est à Gaza que ça se passe, mais c'est aussi ailleurs, c'est aussi au Congo dont on a parlé dans cette émission, et dans plein d'autres coins du monde, malheureusement. Voilà, j'espère que bientôt on regardera notre époque actuelle avec beaucoup de commisération en se disant mais qu'est-ce qu'on était barbare à l'époque, on était vraiment inconscient de faire ça, on était vraiment inhumains et enfin enfants et adolescents, on n'est pas adultes, quoi. Moi, ce que j'allais te dire, c'est que en fait, toi et beaucoup d'autres gens, en tant qu'on va dire citoyens du monde, je vais viser large,
on va quand même, on est touché par ça. Par contre, dis-toi bien que ceux qui sont responsables, ils en ont absolument rien à foutre. Ils sont Oui, contents. ce sont des psychopathes au sens Oui. strict du terme. Mais nous, on est, pour l'instant, on n'est pas assez bien organisé parce qu'on les laisse faire du coup. Tant oui. qu'on ne sera pas assez bien organisé et assez déter, comme disaient les jeunes, il faudrait qu'on soit un peu plus déter et un peu plus professionnel dans notre manière d'être révolutionnaire citoyen, que ce soit les Gilets jaunes, Nuit debout, que ce soit voilà, tout ce, et, les Oui, mais on est indignés. d'accord. C'est pas une question de couleur politique, c'est pas une question de religion, d'origine ethnique, c'est une question d'humanité en fait. Oui. Et donc, peu importe d'où on vienne, quand on voit un massacre comme ce qui se passe là-bas, on peut en tout cas s'en offusquer. Mais pas Bien que sûr. pour là-bas, pour tous les autres pays, de toute façon, même au Bien Congo sûr. ou ailleurs. On parle du sionisme et d'Israël, mais on peut parler de Oui. plein d'autres massacres ailleurs. Et en fait, des gens comme Pierre Hillard et d'autres nous ont enseigné que en fait, ceux qui font partie de ces familles qui ont organisé ce champ de bataille mondial, qu'on pourrait appeler, pour moi, c'est ce qui représente le mieux peut-être le mal sur Terre. C'est des ceux qui sacrifices, organisent de toute façon. ceux qui organisent les guerres et qui en profitent consciemment. Mais il y en a d'autres, hein, mais pour moi, c'est quand même le parangon, c'est l'archétype, c'est la meilleure représentation de ce qu'on pourrait appeler le mal sur Terre. Et ben en fait, ils font ça sur des générations. Ouais. Ils organisent ça sur des générations. Donc tant que nous, on fera du court-termisme, donc, quand on devient militant, on a envie que ça change l'année même, voire le jour même, du moment où on a commencé à militer, bah, on a tout faux. Et les gens, au bout d'un an ou 3 ans, ils se découragent parfois en se disant « Oui, mais voilà, j'ai lutté pendant 1 an, 3 ans, et ça n'a rien changé. Les gens, personne ne s'est relevé, personne s'est... tu vois ?» Tu les as vus, les déclarations de Macron, là, quand il était en Égypte? Nous, on voit aux oncles que je suis en direct, là. Ah, Oui, on Simon, t'entend. ah. Désolé. Pas de souci. T'es à l'envers, Simon, là. Je sais pas ce qui se passe. Oh putain, je sais pas. Pardon, les gars. Non, pas de problème. Le deuxième sujet qui me tenait à cœur de souligner, c'était par rapport les soldats là, qui, en Israël qui dénoncent la guerre, qui sont de plus en plus nombreux, les gens qui font partie de l'appareil militaire, quel que soit leur grade, quelle que soit leur fonction. Parce qu'il y a aussi des gens du corps soignant dans l'appareil militaire qui commencent à gronder contre cette guerre cette guerre ignoble en fait, qui est inutile et qui augure mal de l'avenir finalement même d'Israël. Finalement, Israël se crée des ennemis à travers le monde et dans un environnement proche. Donc ils ont tout faux. Et évidemment, ils créent des drames inhumains, enfin des drames indicibles qui sont difficiles à imaginer, évidemment. Et donc, ce que je voulais parler, c'est des syndromes post-traumatiques des soldats. Ça rejoint aussi le sujet des rugbyman et des chocs commotionnels. Il faut savoir que les soldats ont des chocs post-traumatiques qui sont extrêmement importants, en général, de par le monde, et qui sont en général extrêmement maltraités par les pays de ces ressortissants. Que ce soit en France, on a l'exemple de Parce ce qu'on qu'ils fait prennent des psychotropes. Pardon ? Les soldats, tous les soldats prennent des psychotropes. C'est-à-dire que comme ils ont des problèmes de sommeil, tu vois, ils font des insomnies, ils vont prendre tout ce qui, tu vois, Xanax, tu vois... Valium. Ouais, non, mais ils prennent du Valium. Ils prennent... Moi, il y a un exemple que je donne pour illustrer ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film Taxi Driver avec Robert De Niro. Non. Tu te rappelles de ce film? Un classique, oui, un grand Voilà, classique. bon, Taxi Driver, c'est en fait De Niro qui joue dedans, quoi. Quand le film commence, il va chercher un boulot, il veut faire taxi de nuit. Et la première scène du film, il rentre donc pour se faire recruter en tant que chauffeur de taxi. Le mec lui pose la question, pourquoi vous voulez faire taxi de nuit? Et lui, il lui répond, parce que je dors pas la nuit. Et puis après, comme il le voit avec une espèce de tenue de militaire, vous avez servi... c'est à la période du Vietnam, parce que le film, il date des années 70. En gros, il donne son rang, il dit ce qu'il faisait à l'armée au Vietnam, quoi. Mais tu comprends, en regardant le film, que parce que le mec a fait le Vietnam, donc parce qu'il a pris aussi des psychotropes, c'est pour ça qu'il dort pas la nuit. Il a des syndromes post-traumatiques, en fait, par rapport déjà à tout ce qu'il a vu et puis à ce qu'il a subi. Et c'est pour ça que tout ce qu'il y a à faire dans le film, il n'y a rien de cohérent pour un être, on va dire, normal, qui a à peu près la tête sur ses épaules. Par contre, lui, dans son monde, vu qu'il est déphasé, tout est normal. Et il va faire plein de choses qui n'ont ni queue ni tête, tu vois. Je ne vais pas vous spolier le film si vous ne l'avez pas vu, mais bon. Trop tard. Ouais, je n'ai pas raconté la fin, mais ça illustre ce que je pourrais citer Rambo. Rambo, c'est pareil. Tu vois, Rambo, quand il rentre du Vietnam et qu'il se fait rejeter par... Le premier, hein, je ne parle pas des autres qui sont des
des cartoons, mais le premier, en fait, il a aussi des séquelles parce que. Ah oui, il veut finir sa guerre. Bah oui, non, mais même quand tu vois, il le dit qu'il pilotait du matos de plusieurs millions de dollars et puis quand il revient, qu'il est traité comme de la merde. Donc déjà, ça le rend en colère. Mais enfin bref, tous les soldats qui font la guerre, ceux qui ont fait la guerre d'Irak, tu te rappelles? Oui, oui. Et pour clore ce sujet, là on parle des adultes, mais il y a malheureusement aussi sur Terre et notamment en Afrique des enfants soldats. Et pour eux, c'est encore plus dur de se reconstruire derrière. Bah c'est encore, je te dirais qu'encore les enfants soldats, c'est même encore plus puissant ce qu'on leur fait, c'est que c'est des trucs encore plus dégueulasses. C'est-à-dire que on les prend parfois, il y en a certains, on va les envoyer tuer des membres de leur famille, leur père, leur mère, tu vois, Bien sûr. Pour que ça devienne des bons soldats. C'est une horreur, horreur absolue. Et pour clore les sujets que j'ai abordés donc dans le zapping, il y avait le Panama, le golfe de Panama. Enfin, pas le golfe. Le canal. C'est pas le golfe, c'est carrément le canal. Là. On ne parle pas juste du nom qu'on met sur une carte, mais ce qui est déjà beaucoup. Et on parle carrément de qui contrôle le golfe. Et c'est vrai que c'est un des golfs les plus. Enfin, le canal, je vais y arriver. C'est un des canaux les plus importants avec celui de Suez. Donc il y a une partie importante, je crois que c'est 20%, aux alentours de 15-20% du trafic mondial qui passe par là. Donc voilà, c'est extrêmement important. Après, il y a beaucoup de guerres d'annonces. Dans les faits, les choses ne changent pas tant que ça. Là, ils font des exercices dans les eaux. Oui, il y a des tensions qui montent. Mais c'est surtout qu'effectivement, c'est entre la Chine et les États-Unis. Il y a une guerre, on va dire, d'influence. C'est plus une guerre de soft power que de hard power. Hard power, c'est vraiment la poudre, les canons. C'est les armées qui s'affrontent. Soft power, c'est via Hollywood. C'est via aussi quel pays va être allié avec toi. En fait, quel port tu vas contrôler. Je contrôle tel port. Ah mais non, finalement, moi, j'achète tel port. Vous voyez, c'est tout ce jeu de domino, de jeu d'échecs, de risque, pour ceux qui connaissent le jeu de plateau. Risque, voilà, c'est un petit peu ça. Et ça ne se fait pas toujours avec des guerres militaires, ça se fait aussi par bien d'autres guerres, mais qui font des guerres, qui font des morts. Tu peux citer des films, il y a le film 1000 milliards de dollars. De Verneuil avec de Patrick Devers, qui est un super film et qui parle de la plus impitoyable des guerres, celle qui est menée par des gens en costume cravate. Avec un attaché-caisse, des gens de bon goût qu'on voit dans les aéroports. Il parle pas encore de Globish dans le film parce que c'est un film qui est assez ancien, mais on devine quoi. Et il parle des multinationales qui se fichent de nos folklores, de nos drapeaux, de nos grosses bombes et qui à chaque fin d'année fiscale mettent, comptable, notent en bas de leur bilan 1000 milliards de dollars. C'est leur actif, leur passif, leur bénéfice quoi. Je ne sais plus. Bref, et vraiment excellent ce film. Justement, c'est le côté, le journaliste, le bon, le vrai, le noble. Lazare, tu peux trouver, affiche-le. C'est quoi le titre? Je l'avais mis moi sur Dailymotion, je prends un extrait 1000 milliards de dollars. L'extrait avec, je l'avais mis moi sur. Pour ceux que ça intéresse, tu mets 1000 milliards de dollars. Malheureusement, je ne peux pas. Quand il y a les deux visions en même temps. Oui, c'est avec qui. Non, bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Ouais. Vas-y. Mais voilà, je vous encourage à voir le film. C'est un classique comme Le Président avec Jean Gabin et bien d'autres. Il y a une question pour toi, Raph. Comme Icare aussi, avec le chanteur. Yves Montand. Il y a une question pour toi, Raph, excuse-moi. Dipati qui te dit donc Trump a fait s'affoler les bourses, baisser le prix du pétrole. Est-ce une mauvaise nouvelle? Alors, pour moi, ce qu'il faut voir, c'est que il faut encore une fois se méfier de ce qui est à court terme et ce qui est à long terme. Ce qui est à long terme, c'est par exemple l'or, il va continuer à monter. Pourquoi? Parce que les tensions, elles vont continuer à monter, hélas. Voilà. Donc ça, c'est du moyen terme, c'est du long terme. L'or, vous pouvez investir. Le pétrole, ça fluctue, ça dépend de tellement d'intérêts. Évidemment, pour affaiblir, on va dire, la Russie, les États-Unis ont intérêt à court terme à faire baisser le cours du pétrole, puisque la Russie est exportatrice de pétrole. C'est assez simple à comprendre. En même temps, les États-Unis doivent faire tourner la boutique mondiale, entre guillemets. C'est un peu comme la mafia qui avait remis au pot au moment de la crise des subprimes, parce qu'ils avaient intérêt. C'est un petit peu comme aussi les points de deal qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de manifs en banlieue, parce que sinon ils peuvent plus vendre la cam au qu'il a moyen. Donc bref, voilà, il faut que la boutique tourne. Et donc les États-Unis ont intérêt à ce que la boutique tourne. Donc ils ont intérêt à ce qu'il y ait un certain prix du dollar qui soit plutôt bas, mais pas non plus trop bas non plus.
Et en fait, les États-Unis, c'est un ensemble de lobbies. Il n'y a pas un seul lobby qui contrôle. Il y a pas même l'État profond, il est complexe, il est multiforme, il est protéiforme. Et quand on parle des familles, elles sont pas toutes d'accord entre elles. Bref, etc., etc. Donc c'est pour faire une réponse courte. Le baril a baissé de manière conjoncturelle à court terme, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Par contre, je ne suis pas sûr que ça se soit amené à rester sur le long terme. Voilà, il faudra regarder ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Des fluctuations, quoi. Mais ouais, je crois que c'est à $60 actuellement, le prix du baril. Mais bon, on en parlera après, parce que j'avais fait un petit truc dans ma chronique. Ce qui me semble assez évident, c'est qu'un prix du baril trop haut ou trop bas, ça va nuire à beaucoup d'intérêts. Et y compris, in fine, aux citoyens moyens. Mais pas aux intérêts des US. Donc au final, pas aux intérêts des États-Unis. Dans tous les cas, ils sont pas perdants. C'est des problématiques très très complexes parce que dedans il y a des problématiques écologiques, comment on extrait le pétrole, dans quelles conditions, et comment on le raffine, comment on le transporte, etc. Donc ça aussi c'est un intérêt qui concerne tous les citoyens. Il y a qui va pouvoir l'acheter, à quel prix, qui va pouvoir le vendre, qui va en profiter, quels actionnaires on va engraisser en vendant ce pétrole. Tout ça c'est des questions extrêmement complexes. Donc c'est très dur de répondre en quelques secondes, et d'autant plus que je suis pas expert. Mais vous aviez invité dans un NRA qui était justement à l'espace Pâté, puisque tu en parlais tout à l'heure. Ah oui, je vous écoute. Ouais, quand je suis pas là, je vous écoute. Pâté, ouais. Et c'était une émission où il y avait Jean-Maxime Cormeneille, si je ne me trompe pas, Exactement. qui est un ancien lobbyiste du pétrole, ou toutes les casquettes qu'il a. Moi, je me rappelle parce qu'il avait été conférencier aussi pour l'Académie de géopolitique de Paris. Je l'avais filmé il y a une dizaine d'années. Et oui, il connaît bien le sujet. Donc si ça vous intéresse, interviewez-le exprès sur le sujet. Ça peut être une pure émission. Vraiment. Ouais, c'est une bonne piste de réflexion. En tout cas, merci Raph pour ces éléments sur le. Je vais vous laisser avec Simon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en plus, moi j'ai des invités qui m'en font des œillades. Et sinon, alors, tu nous as pas parlé depuis le temps. Alors, ça a donné quoi la pêche Moi, j'ai fait mon malotru. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas répondu. Et il faut que je réponde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas sérieux, Raphaël. Dis donc, là. C'est vrai. Mais il m'est arrivé quelques bricoles sur le plan perso. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on dit aux meufs de toujours envoyer des photos Ah bah oui. Ouais, on continue, l'amour est dans le pré. Ou est-ce que ton mieux-quart est sécurisé du côté de la Creuse, on continue. Moi, je pense que l'esprit du 14 février est parti et que celles qui se sont exprimées, c'est bien. Et que peut-être que l'élu de mon cœur sera parmi celles-ci, mais on verra. Ouais. Ça veut dire que la pêche a été bonne. La pêche a été bonne, du coup. Alors, c'est tout ce qu'on souhaite, Raph, en tout cas. Sois heureux. Je ne peux en dire plus. On fera le bachelor spécial. On fera le bachelor de NRA spécial avec Raphaël. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bonne soirée à toi. Tous. Passe le bonjour à tes invités. Gros bisous, Raph. Bonne raclette, non? Petite raclette? C'est pas ça. Barbecue. Tu vas faire un barbecue? Magnifique. Ciao, Raph. Végétarien, je plaisante. Non. Mais une bonne entrecôte. Avec des potes sur les hommes soja et compagnie. Bonne dégustation, Raph. Très sérieusement, j'ai beaucoup de respect pour les authentiques végétariens. Il y a plein de gens bien comme il s'appelle le peintre, Sandrine Rousseau, inventeur Léonard de Vinci. Et plein d'autres qui étaient végétariens. Et ça n'empêche pas de faire des grandes choses, bien au contraire. Voilà. En tout cas, merci à toi, Raph. Bonne soirée. Passe le bonjour à tes amis et puis à bientôt. À bientôt. Profite bien, Raph. Bon week-end, bonne soirée. Simon. Et je vais t'écouter sur le portable pour ton analyse sur l'affaire Nicolas Chauvin. Je pense que. Non, c'est vrai. C'est une affaire qui a secoué le rugby, même au-delà. Oui, j'avais pas son nom. Beaucoup de gens, beaucoup de parents ont dû forcément se mettre à la place des parents. Forcément. Et c'est compliqué, quoi. Parce que quand on envoie. Mais en même temps, c'était quand même un jeune espoir. Il était déjà à un haut niveau. C'était pas non plus un club de village, quoi. Voilà. Bon, bref, je vous laisse discuter tout ça. Ciao, Raph. Merci beaucoup, Raph. Bon courage. Ouais.